À vrai dire, je comprends que le président n'ait pas pensé à moi. Il n'était pas prévu que j'intervienne. C'est une lecture de plus, et beaucoup a déjà été dit, notamment par moi. Mais je viens de faire l'objet, avec mes camarades, d'une vidéo de menace de mort, où l'on montre un mannequin qui est censé me représenter être poignardé et recevoir des coups de fusil dans la tête. Je me suis exprimé sur le sujet il y a quelques instants, mais j'ai pensé que c'était mon devoir, comme chacun d'entre vous l'aurait fait, j'imagine, à ma place, puisque le motif de cette tentative d'assassinat ou de cette mise en scène du meurtre, dans des images d'une extrême violence, j'en suis encore glacé, est fait au nom du fait que nous réclamerions de la PMA, qui est en débat cet après-midi, cette vidéo ayant été postée dimanche. J'ai pensé que la manière la plus adaptée de répondre était de venir à la tribune de l'Assemblée nationale affirmer une nouvelle fois que, comme beaucoup d'entre vous, je défendrai le droit à la PMA et que rien ne m'en dissuadera, aucune violence, aucune menace, parce que c'est ainsi que sont les députés, c'est leur devoir de tenir tête, et cette tribune est le lieu où les choses se disent et cet hémicycle est le lieu où les choses se décident. Le temple de la République méritait donc qu'on vienne y tenir tête. Naturellement, je ne confonds pas cette giclée de violence, cette incitation invraisemblable. Il aura fallu qu'il y ait plus de 100 000 vues pour que, enfin, on se décide à en interrompre la diffusion. J'imagine que sans doute dans les heures qui suivent, au titre de l'article 40, le procureur général se saisira d'une plainte. Mais je ne confonds pas cette attaque avec le point de vue qui a été développé par des collègues qui sont hostiles à la PMA. Et j'en resterai à l'état d'esprit qui fut le mien et celui de beaucoup d'entre vous dans les précédentes séances, disant « nous allons exposer nos arguments ». Nous sommes dans un domaine qui échappe en partie à la latéralisation politique traditionnelle, même si, à la vérité, on retrouve les mêmes dans les mêmes choix sur des sujets comme cela, et qu'il y a pour beaucoup de la conviction philosophique, d'autres religieuses, et ils ont le droit de s'y référer pour formuler leurs propres convictions. Encore une fois, il va falloir répéter ce qui devra l'être sans cesse. Aucun père de famille ne sera déchu de ses droits de paternité. Je voudrais le rappeler. Aucune femme ne sera contrainte à la PMA. Il s'agit donc, encore une fois, d'une liberté qui est reconnue parce qu'elle correspond à une nécessité et que les observations de l'expérience nous montrent que l'éducation d'un enfant, qu'il soit garçon ou fille, par une femme, fût-elle seule ou vivant en couple avec une autre femme, ne crée aucun de ces problèmes que parfois on observe dans les familles où il y a un papa et une maman. Et on peut voir des couples, des parentèles biologiques, être des bourreaux d'enfants, tandis que personne n'a jamais mentionné à cette heure qu'un couple de femmes l'ait été. Si bien que dans la relativité de nos observations et de notre réflexion, nous concluons que cette liberté peut être bonne pour la société, qu'elle peut être bonne pour des êtres humains et qu'elle peut être très profitable à des enfants qui, de cette manière, sont pris en charge avec amour par deux personnes. Car ce qui importe dans le couple, ce n'est pas tant le sexe, puisque l'orientation sexuelle n'est pas un choix. Ce qui importe, c'est la prise en charge par deux personnes plutôt qu'une. C'est-à-dire que la charge parentale
est plus facilement assumée quand elle repose sur deux personnes. Mais on peut très bien aussi, hélas, des fois se dire qu'on va la porter toute seule. Je dis toute seule parce que le plus souvent, c'est le cas des femmes. Si bien que des enfants sans papa, ni présence paternelle à la maison, il y en a des milliers et des milliers dans ce pays, sans qu'on puisse jamais dire que le résultat sera nécessairement des enfants déséquilibrés ou à qui la meurtrissure de cette absence aura créé une perturbation psychologique indépassable. Ce n'est pas vrai. Et ceci nous donne une indication sur un point qui a de l'importance à nos yeux. Bien sûr, ceux qui diront « la présence masculine est nécessaire » ont raison, pour la raison que l'humanité est composée d'hommes et de femmes qui, étant sur tant de points différents biologiquement, cela va de soi, sont néanmoins similaires quant à leurs besoins humains. Mais l'humanité est faite d'hommes et de femmes. Est-ce que la naissance d'un enfant dans un couple constitué par deux femmes va l'amputer de la relation aux hommes? Bien sûr que non. Car par nécessité, cet enfant aura deux grands-pères. Peut-être qu'il aura 2, 3, 4, 5 oncles. Peut-être qu'il aura 10 cousins, tant et si bien que la présence masculine sera dans son existence. Et elle contribuera à sa formation et à son identification de genre telle qu'il la construira par son expérience. Car si l'orientation sexuelle n'est pas un choix, l'orientation de genre peut l'être à certains moments. Ce processus est mystérieux pour moi, mais je l'ai observé. Et c'est la raison pour laquelle je me dis que la répartition des genres, souvent, correspond à des préjugés ou à des comportements stéréotypés qui, eux, tous, sont un résultat culturel. C'est le point sur lequel je voudrais ancrer ma démonstration. J'ai entendu vos arguments, Madame Ménard. Je les connais et je vais vous dire, quoique je sois en désaccord total avec vous, je les respecte. Car je comprends la construction et je vois bien le lien qui existe entre cette idée que vous vous en faites de la vérité biologique de la parentalité avec les autres aspects de votre pensée politique, de la même manière que vous les trouveriez chez nous. Il est vrai que c'est par une coïncidence que je veux relever qu'on trouve parmi les partisans de la PMA et de la liberté de formation des couples les partisans du droit du sol, terrain hautement politique, tandis que, dans le point de vue inverse, on trouvera les partisans du droit du sang. Il existe de longues traditions dans la pensée politique de notre pays et de tous les autres d'ailleurs, l'idée qu'il existerait une vérité biologique qui s'imposerait dans différents domaines. Souvent, l'ethnicisme est basé sur cette idée. L'humanisme procède d'un tout autre point de vue. J'ai eu cité ici une fois Pic de la Mirandole pour dire que c'était son livre « De la dignité de l'homme » qui fondait le début de l'ère moderne, puisqu'il instituait absolument et radicalement la responsabilité individuelle de l'individu dans la construction de son existence, niant, ce qui peut être choquant, qu'il soit l'objet d'un projet de salut ou d'une prédétermination. Cette responsabilité radicale, pendant de nombreuses années, il m'a échappé, alors que le texte était si important dans l'histoire de la pensée, du moins européenne. Il m'a échappé qu'il avait été précédé 50 ans auparavant d'un texte qui était l'affirmation fondamentale de la similarité des êtres humains et donc de leur construction entièrement culturelle et sociale. C'est le texte de Christine de Pisan, La Cité des femmes, qu'on va retrouver ensuite, point de vue féministe, établissant cette similarité liée à chacune des étapes de la construction de l'humanisme philosophique, du moins en France. Ainsi, nombreux qui sont sur ces bancs admirateurs de Montaigne sauront que son œuvre n'aurait jamais été transmise telle qu'il l'a voulu sans Marie de Gournay, laquelle fut l'auteur d'une lettre-document de l'égalité entre les hommes et les femmes, dit comme je viens de le dire à cet instant. Si bien
qu'on voit la concomitance intellectuelle entre l'émergence de l'humanisme radical, fondateur de la pensée moderne, et le féminisme. Et le féminisme est la négation de l'attribution sociale et culturelle des genres. Il postule nécessairement l'autoconstruction. La parentalité va de même. J'ai pris la question par l'angle du féminisme parce qu'il me semble que c'est sans doute ce qui facilite le plus le débat à cette étape dans notre histoire, parce que nous en discutons beaucoup. Je ne dis pas que tout le monde l'admette, mais nous en parlons beaucoup, donc les bases de la discussion nous sont acquises à tous. Mais j'aurais pu faire, je ne le ferai pas, l'histoire de la parentalité pour rappeler qu'elle est d'abord et avant tout l'histoire du patriarcat. Parce que dans toute l'Antiquité, ou une bonne partie d'entre elles, la parentalité est définie d'abord par les droits du père et tout à fait subsidiairement par ceux de la mère. C'est ainsi que dans la Rome antique, aussi bien que dans la Grèce antique, qui vous sert souvent de modèle, comme à moi, eh bien, le droit d'exposer les enfants, c'est-à-dire de les abandonner après leur naissance, était un privilège absolu du père, pas de la mère. Et c'est de cette manière que tout au long de l'histoire, on a pu s'assurer que la parentalité, telle qu'elle a été construite dans un horizon visible par nous, c'est l'histoire du patriarcat et de la paternité masculine. La parentalité, pour tout ce qui concerne les droits liés à la parentalité et à la filiation, ont toujours et systématiquement été rattachés à l'homme. C'est pourquoi je crois que nous n'aurons pas trop de difficultés à notre époque à nous dire qu'on peut procéder autrement et reconnaître ce caractère culturel de la paternité, de la parentalité, de la maternité au fil des siècles. Dans un passé récent, je rappellerai, et c'est encore vrai, que la paternité est déclarative. Si c'est ton épouse qui a mis cet enfant au monde, alors c'est le tien. Je n'aurais pas le mauvais goût de signaler la distance qui peut parfois séparer l'état déclaratif de la réalité biologique. La société est capable de regarder ailleurs. Et chacun est prêt à se pencher sur un berceau en s'appropriant l'être qui s'y trouve. Parce que souvent, on a assez d'amour pour ça. C'est comme ça. Et si nous savons tous que c'est comme ça, alors on tirait jusqu'au bout toutes les conséquences politiques et philosophiques à ce moment où une demande apparaît. Le sommet, sans doute, de cette façon de voir, où la parentalité, c'est la paternité, a donné lieu, dans l'histoire, à beaucoup de légendes et de mythes qui nous aident à réfléchir au sujet. Là, je commencerai par quelque chose qui n'est pas un mythe, mais qui est la déclaration de Napoléon à propos de la parentalité, qui résume très bien ce que je vous ai dit il y a un instant. L'enfant appartient au mari de la femme comme la pomme au propriétaire du pommier. La femme est donnée à l'homme pour qu'elle lui fasse des enfants. Elle est sa propriété comme l'arbre à fruits est celle du jardinier. Voilà qui avait la simplicité brutale qui aujourd'hui nous fait sursauter, mais qui pendant 2 siècles a paru finalement assez normale. Et puis après, quand même, on a donné plus de place au jugement de Salomon, que vous connaissez, Madame Ménard, aussi bien que moi. Mais qui interroge qui est la mère. Jusque-là, on a interrogé qui est le père, qui est la mère. Et en y répondant, on a répondu pour les deux. C'est la personne qui est capable d'assez d'amour pour renoncer à l'enfant plutôt qu'à le voir souffrir. Et dans le cas du jugement de Salomon, qu'il soit partagé en deux. Dans la légende chinoise, c'est la même histoire, mais dans un autre sens. Dans le jugement de Salomon, c'est la maman naturelle qui renonce à l'enfant
plutôt que de le voir partagé. Dans la légende chinoise et dans le cercle de craie caucasien de Brecht, c'est l'inverse. C'est la mère adoptive qui renonce à l'enfant plutôt que de le voir souffrir ou partager, c'est-à-dire écartelé par le fait que les deux femmes sont appelées à tirer chacune de leur côté le gamin pour savoir qui l'aura pour finir. Ce qui nous démontre que si nous savons que la paternité est déclarative, qu'elle est un fait social, institué par la tradition, institué par les codes et les lois qui faisaient suivre avec la filiation la propriété, car c'était ça le fond de l'affaire, eh bien nous avons les mêmes histoires qui nous permettent de réfléchir et d'observer que la maternité non plus n'a pas la vérité biologique absolue à laquelle pourtant elle peut prétendre pour toutes les raisons d'évidence que chacun connaît quant à l'origine des enfants. Voilà pourquoi je crois que la loi est sage. J'en ai exposé les arguments pour montrer qu'elle n'est pour nous pas du tout une aliénation ou une concession qui serait faite à l'instant, mais plutôt l'aboutissement, le couronnement d'un long processus qui a cheminé dans le temps et qui nous amène jusqu'à ce point. Sans doute y aura-t-il pour les générations qui suivent encore d'autres prolongements, encore d'autres situations qui aujourd'hui nous paraîtraient inouïes, comme il y a un siècle aurait paru inouïe l'idée que deux femmes puissent être non seulement un couple, mais en plus les parents d'un même enfant. C'est un processus d'émancipation humaine dont il est question. Alors on comprend qu'on puisse ne pas en être d'accord, mais entendez qu'il est difficile d'entendre que nous priverions un enfant de ceci ou de cela. Car l'idée d'aucun de ceux qui contribuent à l'adoption de ce texte n'est de priver de quoi que ce soit, mais au contraire d'ajouter, de rendre possible, d'élargir le champ de ce qui est bon et permet à la société de se montrer plus ouverte, plus à l'écoute des enfants. Non. À nos yeux, il n'y a pas de vérité biologique, mais il y a une vérité humaine, une vérité philosophique qui doit parler à cet instant. Voilà ce que nous allons faire. Et voici ce que je voulais affirmer à votre suite, Madame, pour vous dire pourquoi nous allons rejeter votre motion de rejet, en vous disant que nous entendons la cohérence de votre point de vue, mais que, dans ce moment, il est dépassé par l'histoire et par la bienveillance de tous ceux qui sont ici et qui veulent un moment plus tendre et plus accueillant pour l'enfant, plus doux et plus bienveillant à l'égard des femmes. Alors, ça ne justifiera pas, je veux vous le dire, comme certains le craignent, qu'à une autre étape, ceux qui sont partisans de la PMA se retrouveraient mécaniquement partisans de la gestation pour autrui. Je veux vous le dire très solennellement, ce n'est pas du tout notre point de vue. Nous y sommes opposés contre certains de nos amis qui trouvent que l'idée est bonne et qu'elle aussi, elle doit être acceptée. Je pense qu'ils se trompent et je leur ai déjà dit. On me dit alors, Monsieur Mélenchon, vous êtes dans une contradiction terrible avec vos amis, puisque vous niez la GPA, mais vous demandez en même temps que les enfants qui en sont issus et qui n'ont aucune responsabilité dans cette situation soient cependant reconnus par les parents qui en font la déclaration ici. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est une contradiction. Oui, c'est vrai, c'est un angle mort. Nous préférerions un raisonnement d'une pièce. Mais qu'allons-nous faire contre les faits? L'enfant est là, il a des parents. Il peut arriver qu'à un moment ou à un autre, par exemple, l'enfant soit à l'hôpital. Et alors, monsieur, madame, n'aurait pas le droit, n'a pas le droit d'intervenir, de donner son point de vue, d'accompagner, parce qu'il n'a aucune responsabilité légale à l'égard de cet enfant. Alors, s'il est vrai que c'est une contradiction, ce que je concède, je dirais qu'il ne me reste plus dans ce cas qu'à renvoyer à ceux qui sont les auteurs de cette situation la responsabilité morale de ce qu'ils ont créé.
Car je ne crois pas, et je ne croirai jamais, à quelque incroyable exception peut-être qui peuvent surgir ici ou là, à un don gratuit dans ce domaine. Ce que l'on a observé partout et systématiquement, c'est que la GPA transformait le corps de la femme qui porte l'enfant pour quelqu'un d'autre en un instrument de production. Et à cet égard, jamais nous ne serons d'accord pour la réification du corps humain. Et donc, nous nous y opposerons. Mais vous me direz, comme ce n'est pas le sujet, vous avez beau jeu de vous y opposer à quelque chose qui n'est pas proposé. Peut-être bien, mais je tenais à vous le dire, puisque souvent, dans les arguments contre la PMA, on sous-entend que la GPA serait à l'affût, prête à bondir dès que nous aurons voté ici la PMA. Eh bien non, elle rencontrera les mêmes difficultés que la PMA rencontre comme soutien. Je suis sûr que dans cette hypothèse, nous ne serons pas seuls. J'achève sans abuser davantage de la répartition d'arguments que vous avez déjà entendus. Mais je suis heureux et fier d'avoir pu les présenter avant que mes amis interviennent à leur tour au fil du texte. Et ce sera seulement pour dire à cet instant que je vote contre votre proposition, madame, dans l'esprit, non pas de vous narguer vous, bien sûr, mais ceux qui m'ont menacé de mort pour avoir cette opinion, et tous ceux qui partagent avec moi cette conviction.